Bienvenue, cher public, d'être venu aussi nombreux pour cette conférence. Je voulais juste donc vous rappeler un petit peu le thème donc, de la soirée. On va aborder différentes choses autour de la perception, des émotions et de la cognition, les pouvoirs du cerveau. Il y a plusieurs choses qui vont être abordées. Il va y avoir 3 grandes parties qui vont nous occuper un peu jusqu'à 20 heures après. Et puis après, vous aurez un espace d'échange après avec les intervenants. Si vous avez des réflexions, si ça vous a évoqué certaines questions, je pense que vous y répondrez avec plaisir. Et donc pour répondre au thème de la soirée et puis nourrir notre réflexion, j'ai le plaisir d'être en compagnie donc, de Paolo Bartolomeo. Bonsoir Paolo. Bonsoir. Vous êtes neurologue, oui. Directeur de recherche à l'INSERM et responsable de l'équipe neuropsychologie et neuroimagerie fonctionnelle à l'Institut du cerveau. J'ai pris mes notes parce que je ne voulais pas faire d'erreur. Hein. Et spécialiste donc, de la perception et des troubles de l'attention. À votre droite, Karim Ndiaye. Bonsoir Karim. Bonsoir. Vous êtes ingénieur de recherche au CNRS et vous êtes responsable de la plateforme Prism, qui donc est dédiée à la cognition et au comportement humain. Merci d'être avec nous ce soir. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, en quelques mots, nous décrire votre parcours et qu'est-ce que vous faites au quotidien dans votre activité de recherche? Paolo, je vous laisse la parole. Oui, merci Guillaume. Comme vous avez dit, je suis neurologue de formation et je choisis un parcours plutôt de recherche que de clinique. Je fais aussi un peu de clinique neurologique, mais pas trop. Mais au quotidien, effectivement, j'essaye de comprendre avec mon groupe, mon équipe, qui fait la plupart du travail maintenant, à mon âge, de comprendre quelles sont les conséquences cognitives des maladies neurologiques, surtout des AVC, des maladies neurodégénératives. Comment ces maladies influencent, donc, par exemple, l'attention et la perception, et qu'est-ce que cela peut nous dire sur le fonctionnement normal de ces capacités, de l'attention, par exemple, et de la perception. Donc, par l'étude des patients, on essaye d'une part de pouvoir aider ces patients qui ont des troubles de l'attention et de la perception, ou du langage ou de la mémoire, après des lésions cérébrales, et d'autre part de mieux comprendre les mécanismes normaux de ces capacités cognitives. Oui. Et en effet, les deux aspects sont liés. Il n'y a pas vraiment de grosses différences entre recherche clinique ou transactionnelle et recherche de base, parce que l'une nourrit l'autre. Ça, c'est important à comprendre. D'accord. Merci pour ce petit CV rapide. Merci. Karim, s'il vous plaît. Moi, je suis ingénieur de recherche, c'est-à-dire que j'ai une fonction d'aider à la recherche, d'accompagner des projets de recherche à travers le déploiement d'outils qui vont aider les chercheurs à poser des questions. Si vous voulez, on est l'équipe technique qui vont venir en appui des chercheurs qui vont se poser une question scientifique. Et nous, on va essayer de trouver les outils méthodologiquement intéressants, nouveaux, fiables, qui vont permettre de bien poser la question, de bien y répondre dans le meilleur des cas, ou alors d'en poser de nouvelles. Et dans cette activité-là, on a ce qu'on appelle des plateformes. Et donc, au sein de l'Institut du cerveau, il y a plusieurs plateformes, des plateformes qui vont faire de l'image du cerveau, des plateformes qui vont étudier les comportements à travers le mouvement. Et moi, je m'intéresse plutôt à la cognition, à savoir comment on peut tester les personnes sur leurs capacités cognitives et leur comportement, avec tout un tas d'outils différents qui vont être des tests sur ordinateur. On peut mesurer la vitesse à laquelle quelqu'un fait un calcul mental, la capacité à retenir des mots. On peut tester les gens dans des environnements qu'on recrée, un petit espace dans lequel les personnes vont être amenées à se déplacer. On va regarder leur capacité à, par exemple, résoudre des puzzles, des énigmes, comme des escape games, des mini-escape games. Et puis, on peut les tester aussi sur leur capacité à gérer leurs efforts, à manipuler des instruments, des choses comme ça. Et tout ça se fait en utilisant des capteurs qui vont capter soit leur comportement, leur réponse. On est dans un espace qui est ici vidéoludique. On a des mini-jeux vidéo et en fait, à travers le jeu vidéo, on capte des informations sur la pensée des gens. Mais on peut aussi mesurer leur déplacement à travers des capteurs, comme on a aujourd'hui un peu dans tous les téléphones, des capteurs des accéléromètres, des choses comme ça. Et puis des capteurs plus compliqués, sur lesquels on pourra revenir. Mais disons, l'idée, c'est vraiment de pouvoir décrire le mieux possible le comportement et la pensée des gens avec les outils dont on dispose aujourd'hui dans des plateformes techniques comme la plateforme Prism de l'ICM. Et pour ça, on fait venir des volontaires qui peuvent être des patients. Les chercheurs cliniciens
vont nous dire, ce patient-là, on aimerait le tester dans tel protocole, alors on va créer le protocole avec les chercheurs. Ou alors des volontaires sains. Et donc, vous tous qui êtes là, vous pouvez participer à des protocoles de recherche en vous inscrivant, et vous allez sur le site de l'ICM, vous pouvez retrouver un site d'inscription, et puis on va vous envoyer des mails en disant on fait une étude sur la prise de décision, sur les émotions, sur etc., etc. Et puis, vous pouvez venir et participer, découvrir un peu ce que c'est la recherche comme ça aussi, par ce biais-là, en contribuant à la recherche. L'ICM, vous pouvez préciser ce que c'est? L'ICM, c'est l'acronyme pour l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, où on travaille tous les deux, Paolo et moi. C'est un institut qui est basé à la Pitié-Salpêtrière, et donc qui vise à explorer le cerveau dans toutes ses dimensions, depuis les dimensions les plus biologiques jusqu'au comportement et aux pathologies neurologiques et psychiatriques. D'accord, très bien. Donc vous travaillez ensemble régulièrement, oui, alors en fait. Ouais. D'accord, vous êtes quasiment collègues. On est collègues. Chercheurs et appuyés à la recherche. Pas quasiment, ouais. D'accord, très bien. Tout à fait collègue. Ouais. Bon, on va rester justement dans l'aspect biologique du cerveau, si vous le voulez bien. Est-ce que, Karim, ou Paolo d'ailleurs, vous êtes libre d'échanger sur le sujet. J'aimerais déjà, pour pouvoir poser les bases, qu'est-ce que le cerveau? Comment c'est structuré? Quelles sont les différentes régions qui l'occupent? Est-ce que c'est que dans notre boîte crânienne ou est-ce qu'il y a aussi d'autres choses? Qui veut se lancer? Allez, Je te laisse commencer. je vais commencer et Paolo complétera peut-être. Donc le cerveau, tout le monde sait qu'on a un cerveau. Où est-ce qu'il est? C'est dans la boîte crânienne, effectivement. Et le crâne, c'est les os qu'on sent quand on touche la tête. Et le cerveau, en fait, c'est un terme qui recouvre plusieurs choses. Il y a ce qu'on appelle le cortex cérébral, c'est ce qu'on voit en général dans la représentation classique du cerveau, quand vous voyez un cerveau avec toutes ses bosses, etc. Ça, c'est le cortex cérébral, c'est la partie la plus visible du cerveau quand on ouvre la boîte crânienne. Et en fait, le cerveau, il est composé d'un organe comme ça qui est très massif, et puis après, il y a d'autres parties, d'autres éléments plus complexes, comme le cervelet qui est un petit peu à la base. On peut citer après tous les noyaux qu'il y a à l'intérieur du cerveau, et la moelle épinière qui va être, si vous voulez, les autoroutes de l'information du corps, c'est-à-dire que le cerveau va traiter l'information et l'information va être envoyée ou reçue du reste du corps via les nerfs qui vont passer par la moelle épinière. Et donc, en général, on décrit le cerveau comme une entité qui est, disons, celle qui traite l'information, mais on peut décrire plusieurs formes de cerveau, puisqu'il y a des neurones qui sont les constituants élémentaires du cerveau, les petites cellules qui vont chacune, comme des microprocesseurs dans un ordinateur, traiter l'information. On en retrouve essentiellement dans le cerveau, mais il y en a aussi ailleurs dans le corps. Et vous avez peut-être entendu parler des expressions, le deuxième, le troisième cerveau, avec les neurones qui vont être impliqués dans des fonctions végétatives, la régulation de la digestion, etc., etc. Je ne sais pas si tu veux donner d'autres précisions. Oui. Non, juste peut-être deux chiffres. Le cerveau représente à peu près 2% de la masse du corps, mais il consomme 20% de l'énergie du corps. Donc il y a un investissement, disons, biologique énorme sur le cerveau. Ça veut dire que c'est très important. Peut-être on verra par la suite de cette conversation pourquoi c'est tellement important que l'évolution a pensé d'investir autant dans ces petits organes cachés dans la boîte crânienne. Alors souvent on parle de matière blanche et de matière grise. À quoi ça correspond exactement? Est-ce que c'est vraiment juste par rapport à la couleur ou est-ce qu'il y a d'autres réalités? Oui, donc là, disons, si on regarde un cerveau, comme ça, si on le coupe, hein, on voit, qu'il y a une partie... il aurait fallu montrer une image là, effectivement, mais je n'en ai pas. Bon, essayez d'imaginer. Il y a une partie extérieure qui s'appelle cortex, qui est plutôt grise, hein, et une partie plutôt à l'intérieur du cerveau qui s'appelle substance blanche, car elle est plus ou moins blanchâtre. Dans le cortex, il y a les corps cellulaires des neurones, des cellules nerveuses, hein, qui sont des cellules très particulières qui servent surtout, comme Karim le disait, à l'élaboration, au traitement de l'information. Donc il y a un corps cellulaire, un peu comme les autres cellules du corps, avec un nucléus, des organelles et tout ça, et des prolongements qui servent à transmettre l'information. Ces prolongements sont regroupés dans des câbles qui passent dans la substance blanche. Ce que l'on appelle substance blanche, c'est en effet la masse très intriquée, très complexe des câbles qui relient entre eux les neurones. D'accord. Est-ce que le cerveau, en fait, alors je parle
principalement pour l'espèce humaine. Est-ce que, en fait, aux fonctions de l'âge, cette structure en fait, se modifie, évolue et de quelle façon? Alors, oui, enfin, la structure du cerveau, elle se modifie beaucoup in utero, c'est-à-dire quand l'enfant est dans le ventre de la mère. Ensuite, pendant toute l'enfance puis l'adolescence, il continue à se développer et le cerveau grandit, en fait, évidemment. Donc sa structure change de ce fait-là, simplement, déjà en termes de taille. Et quand on regarde après au microscope, la structure des câblages qu'on a évoqués jusqu'à présent, c'est-à-dire comment les neurones vont se connecter entre eux, va changer aussi. À savoir que dans la petite enfance, jusqu'à peu près l'âge d'1 an, il y a relativement moins de connexions que ce qu'on pouvait avoir chez l'adulte, par exemple. Et les connexions vont exploser au cours de l'enfance, c'est-à-dire que les neurones vont se connecter les uns aux autres, et il va y avoir pendant tout le reste de l'enfance et l'adolescence, et même la post-adolescence, un élagage. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une masse de neurones tous interconnectés les uns avec tous les autres, il va y avoir des autoroutes favorisées, si vous voulez, des connexions privilégiées entre certains neurones et certains autres, ce qui fait la base aussi de l'apprentissage. C'est-à-dire que tout n'est pas relié avec tout n'importe comment. Il y a en fait, toute une partie du développement du cerveau, c'est l'élagage. Et donc ça, c'est jusqu'à l'âge adulte. Ensuite, le cerveau continue à se modifier, puisque quand chacune des personnes, y compris moi, qui sommes rentrés dans cette salle, on va ressortir avec un cerveau différent. Il y a Alain Prochians, qui est un neurobiologiste, qui disait toujours « on ne se baigne jamais 2 fois dans le même cerveau ». Eh bien, en fait, le cerveau est tout le temps en train de changer. Chaque fois qu'une pensée nouvelle arrive, chaque fois qu'une information, on apprend une nouvelle information, qu'on a une nouvelle expérience, le cerveau engramme, se transforme un petit peu pour maintenir cette information quelque part. Et tout le travail des chercheurs que nous sommes, c'est d'essayer de comprendre comment se fait ce stockage de l'information dans le cerveau. Alors peut-être qu'on abordera justement des fois des idées reçues en fait, qui existent sur le cerveau. Il y en a une qui me vient justement à l'idée. Il y a quelques années, on disait, dans le cerveau, il y a énormément de neurones, c'est ces cellules qui permettent de faire ces connexions. Il était souvent en fait admis que en fait, dès qu'on naissait, on avait déjà notre capital initial en fait, maximal de neurones et qu'en fait, durant toute notre vie, ce capital allait diminuer. Est-ce que c'est quelque chose qui maintenant est toujours admis ou vérifié? Alors oui, en gros, c'est vrai. Ensuite, on a disons, les neurones, à la différence de presque toutes les autres cellules du corps, ne se reproduisent pas. Sauf quelques exceptions, mais vraiment mineures. Mais en gros, la notion, elle est vraie. Mais donc, on a beaucoup moins de neurones, disons, maintenant qu'à notre naissance, ça c'est sûr. Mais comme le disait Karim, une chose très importante, c'est les connexions des neurones, ce que l'on appelle en biologie les synapses, c'est les structures qui font en sorte qu'un neurone puisse parler, qu'un neurone puisse parler, soit en contact avec un autre. Eh bien, les synapses sont continuellement, comme le disait Karim, remodelées. Et c'est aussi la base de l'apprentissage, par exemple. Et même si nous avons moins de neurones qu'à la naissance, eh bien, l'architecture des synapses, elle peut être plus articulée, disons, maintenant qu'à notre naissance, ce qui rend compte de notre capacité cognitive. D'accord. Donc même si notre âge avance, on peut toujours être performant en justement multipliant ces connexions-là et en les optimisant. Les connexions peuvent augmenter quand les neurones diminuent. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous tous alors. En général, oui. En général, très bien. En termes de rôle et de fonction, est-ce que on peut, donc il y a une partie qui est dans la boîte crânienne, il y a la moelle épinière, etc., qui se diffuse dans le corps, qui renvoie et qui envoie des informations. Est-ce que l'image en fait que le cerveau, ce serait le quartier général du corps, est-ce que c'est une image juste? Je crois qu'on peut dire ça, au sens que c'est sans aucun doute la région du système nerveux qui est le plus impliquée dans la coordination de l'activité mentale, si on veut dire ça de façon un peu générale. Ça n'a pas toujours été connu. On oublie, mais c'est finalement très récent, cette idée que le cerveau est le siège de la pensée. Ça date de la révolution scientifique, c'est-à-dire l'arrivée de l'expérimentation. Mais pendant longtemps, on a considéré que le cerveau était un organe assez mineur du corps. Chez les Grecs, on considérait que c'était peut-être éventuellement un système de ventilation du corps, de rafraîchissement du sang, puisque le cerveau était baigné de sang. Mais on se disait bien que ce qui est important dans le corps, c'est le cœur. C'est-à-dire que ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait bouger, c'est le cœur. Et que quand le cœur s'arrête, eh bien, on voit que les personnes sont mortes. Que quand on a une émotion vive, le cœur s'anime. Donc,
on avait plutôt tendance à penser que le cœur était le siège de l'activité mentale, si on veut. On n'avait pas ces termes-là exactement, mais c'était à peu près ça. Et en fait, c'est bien plus tard qu'on a compris que le cerveau était effectivement le grand ordonnateur, et ensuite on a fait des expériences, y compris chez l'animal, qui ont vraiment démontré cela. C'est-à-dire qu'on peut faire des expériences dans lesquelles un animal a un morceau de cerveau qui est enlevé, et là, évidemment, on voit ce qui se passe de façon très manifeste. Donc, ça ne veut pas dire qu'il est incapable de faire quoi que ce soit, et en fonction, pour des animaux relativement simples, par exemple, des grenouilles ou des lézards, la perte du cerveau, au sens le cortex cérébral, ne les rend pas tout de suite morts. Ils sont encore capables de s'animer, de bouger, et même de réagir de façon réflexe, par exemple, à une petite cible. Vous mettez une fausse mouche devant un lézard qui a perdu son cortex, il va garder des réflexes d'attaque sur la mouche, parce que ça fait partie des systèmes automatisés, si on veut. Donc, mais au-delà des espèces, disons, simples et plus primitives, effectivement, le cerveau, là, il ne fait pas de doute, c'est le coordinateur de la pensée et du système nerveux au sens large. Il y a des neurophysiologistes qui disent qu'en gros, le cerveau, ça sert, si on va vraiment au fond de la question, ça sert à bouger. À bouger. Et ça, si on regarde la phylogénèse un peu du développement du cerveau dans l'évolution, c'est un peu ça. C'est-à-dire, plus l'animal est compliqué, il est gros, il a besoin de bouger, il est un prédateur, par exemple, plus il a besoin de bouger vite, plus son cerveau est développé. Et la notion est que, surtout, le cerveau sert d'une certaine façon à prédire les conséquences du mouvement. Parce que si nous devons bouger, nous avons besoin de savoir d'avoir une idée, un modèle de ce qui sera le monde après notre mouvement. Sinon, nous serons toujours en retard sur le monde extérieur. Et donc, il y a l'anecdote, je ne sais pas si vous avez lu le livre de Dan Dennett sur l'inconscience, qui est très amusante, qui est sorti il y a quelques dizaines d'années. Qui présente donc l'exemple d'un petit animal marin qui s'appelle organisme marin, je ne sais même pas si c'est un animal techniquement, qui s'appelle Assidie. Et cet animal, il a deux stades de vie, un stade juvénile où il nage dans la mer, et ensuite un deuxième stade où il trouve un rocher, et il se met sur le rocher, et à ce moment-là, l'Assidie, elle mange son cerveau. Parce qu'elle avait un cerveau dans le stade larval quand elle devait donc explorer, bouger, trouver un rocher. Mais après, sur son rocher, elle n'a plus besoin de son cerveau parce qu'elle est statique. Donc, elle mange son cerveau. D'accord. Elle mange son propre cerveau. Oui, d'accord. Elle ne l'utilise plus parce que, comme on a dit, le cerveau, c'est très cher au point de vue énergétique. Donc, si ça ne sert pas, on ne l'utilise pas. D'accord. Et bon, on a fait l'analogie avec les professeurs des universités américaines, non, qui passent, quand ils sont associés, ils passent d'une université à l'autre, ils doivent être très productifs pour pouvoir donc passer d'une université à l'autre. Dès qu'ils arrivent à la tenure, c'est-à-dire la dernière université, ils peuvent aussi manger leur cerveau parce qu'ils n'ont plus besoin, ils sont arrivés à une condition statique, ils n'ont plus besoin de leur cerveau. D'accord. Alors, on associe souvent en fait, le cerveau à l'intelligence. Est-ce que ça veut dire que plus on a un cerveau grand, est-ce que le ratio, c'est-à-dire le rapport entre notre corps et la taille du cerveau, plus ce ratio est important, plus ça veut dire que l'animal ou l'espèce est intelligente? Alors il y a une très longue histoire en fait de la mesure du cerveau, de la mesure du crâne et de l'association avec l'intelligence. Alors la question en fait, elle soulève beaucoup d'autres questions. Je vais commencer par un peu le problème de la question, c'est définir l'intelligence évidemment. Définir une intelligence, personne ne sait exactement le faire. Alors on a ce qu'on appelle des proxys, des approximations, des dimensions d'intelligence qu'on peut mesurer. On peut mesurer la vitesse à laquelle vous lisez un texte, c'est une forme d'intelligence. On peut mesurer la vitesse à laquelle vous résolvez des petits puzzles. Si on vous met une suite de nombres et que vous devez deviner le suivant, c'est une forme d'intelligence. Et c'est notamment les genres de tests qui sont utilisés dans les tests de QI, par exemple. Mais il y a aussi d'autres types d'intelligence, l'intelligence motrice, par exemple. Pour citer un exemple, le Théo Hernandez qui a marqué le but hier, il a sûrement une intelligence motrice pour marquer des buts pour l'équipe de France. Et toutes ces formes d'intelligence... Voilà. Donc, toutes ces formes d'intelligence, elles sont difficiles à résumer sous un seul vocable, l'intelligence. Donc, une fois qu'on a dit ça, on peut quand même essayer de regarder l'association de la taille du cerveau à d'autres, par exemple, la capacité intellectuelle à mémoriser des informations, etc.
Et les anthropologues, c'était l'anthropologie physique à l'époque, du 19e et jusqu'au début du 20e siècle, ont fait ça. Et en fait, ce qu'il en est sorti, c'est qu'il n'y a pas de corrélation directe entre la taille du cerveau chez des individus et leur capacité cognitive, quelle que soit un peu la façon dont on les mesure. C'est-à-dire que vous prenez un individu A comme Albert Einstein et un individu B comme, par exemple, Donald Trump, vous ne verrez pas, au hasard, vous ne verrez pas d'association claire entre le fait d'avoir un cerveau plus grand ou plus petit et une intelligence plus grande ou plus petite, quelle que soit la façon dont on mesure l'intelligence. Mais ce qui est vrai, par contre, c'est que quand on regarde à travers les espèces, là, il y a une évolution qui est très nette et absolument indubitable. C'est ce qu'évoquait Paolo, c'est-à-dire que le cerveau est très cher. Donc, mettre du cerveau, mettre de l'énergie à fabriquer du cerveau et à l'entretenir surtout, c'est-à-dire il faut le construire, puis après le maintenir vivant et lui donner de l'énergie tous les jours, c'est très coûteux. Donc, on se dit qu'il y a une pression de sélection, dans le sens darwinien du terme, pour que si les espèces développaient un cerveau, il y avait un bénéfice. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est que les espèces qui ont les comportements les plus complexes, quelle que soit un peu la façon dont on mesure cette complexité, vont avoir un cerveau qui va être proportionnellement plus grand. Et ensuite, on voit même qu'entre les différentes catégories d'animaux, les différentes familles d'animaux, par exemple, au sein des primates, on a un investissement plus particulier sur le cerveau. Si vous prenez, disons, un primate moyen, comme un chimpanzé, il a un cerveau d'à peu près 500 grammes. Il est beaucoup plus gros que le cerveau même d'un carnivore de taille équivalente, c'est-à-dire d'un gros chien, par exemple, ou d'un petit ours, qui va avoir un cerveau qui va être 2 à 3 fois plus petit. Donc en fait, on voit que même entre les familles d'animaux, il y a un investissement qui se fait, et qu'au sein des primates, les humains ont cette particularité d'avoir hyper investi dans leur cerveau, ce dont on bénéficie aujourd'hui pour pouvoir faire ce genre de discussion. Et donc ça, c'est une histoire évolutive. Et donc là, il y a une association dans l'histoire de l'évolution. Mais après, une fois qu'on regarde à un instant donné, c'est pas parce qu'on a des individus qui ont un plus gros cerveau qu'ils vont être plus intelligents, quelle que soit la façon. D'accord, ok. Ouf, je voulais en arriver à cette conclusion, merci. On fera une tour de tête ensemble. D'accord. Autre neuromythe, les neuromythes, c'est un peu toutes les idées reçues au sujet de la neurologie. D'ailleurs, il y a un film qui est sorti il y a quelques années qui a un peu exploité ce filon. On nous prêterait en fait la capacité à n'utiliser que 10% en fait de notre cerveau. Et donc, on aurait un champ d'exploration de 90%. Donc, on serait peut-être doté de super pouvoirs inconnus. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? C'est tout simplement faux. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Le cerveau est optimisé par des centaines de milliers d'années d'évolution pour faire ce que nous faisons maintenant. Ce que je voudrais ajouter à ce que Karim a dit est que parfois, selon certaines théories, ce que l'on considère intelligence, c'est-à-dire la capacité de résoudre les problèmes avec une certaine flexibilité, sans rester bloqué dans une situation, par exemple, est souvent associé à la partie antérieure, surtout du cerveau, aux lobes frontaux, qui en effet se développent en proportion plus chez l'homme que chez les autres primates, et encore plus, en général, plus chez les primates que chez les autres carnivores, par exemple. D'accord. Je reviens, pourquoi on a utilisé ce terme de 10%? Ça veut dire que c'est complètement sorti d'un chapeau ou est-ce que ça correspond à il y a plusieurs théories là-dessus. Par exemple, Ivagide avait un peu documenté, avait retrouvé des traces dans le fait qu'il y a cette idée un peu naïve que quand on regarde le cerveau, on a évoqué tout à l'heure, il y a des cellules, et les cellules qu'on évoque souvent, c'est les neurones. Mais en réalité, dans le cerveau, les neurones sont une minorité des cellules du cerveau. C'est-à-dire que le cerveau est essentiellement des cellules gliales, c'est-à-dire les cellules qui vont accompagner le cerveau, si vous voulez, tous les services de nettoyage, d'alimentation en énergie, donc qui vont faire la protection immunitaire du cerveau, la vascularisation, etc., va être gérée par des cellules gliales, et ces cellules sont dans un rapport de 1 à 10, c'est-à-dire qu'il y a 9 cellules gliales pour un neurone, ce qui fait penser, ou ce qui fait dire à des gens qui vont lire les choses un peu vite, que s'il y a 10% des neurones dans le cerveau, en fait, on n'utilise que 10%. C'est une façon de l'interpréter, et c'est une des hypothèses pour laquelle on a dit ça. Une autre hypothèse est liée au fait que quand on regarde l'activité du cerveau, les variations d'activité qu'on regarde à un endroit donné sont assez faibles, sont de l'ordre de quelques pourcents. Si on regarde l'activité du cerveau, par exemple, Paolo évoquait le fait de résoudre des problèmes, si on vous fait résoudre des problèmes, il va y avoir une augmentation un peu de l'activité des neurones. Ça va concerner qu'une petite partie des neurones, et ça va être un surplus d'activité de 10% maximum dans l'activité des neurones. Donc c'est peut-être une autre explication. Enfin, il n'y a pas, je crois, d'idée très claire sur l'origine de ce mythe, mais c'est vrai qu'il est très courant, et on l'a vu dans des films. Luc Besson, Lucie, si vous vous souvenez, il y a quelques années, évoquer ça.
Mais ce que je veux dire, c'est que pour avoir même rétabli. la notion de 10%, il faut la contester même au sens où quel pourcentage de notre voiture on utilise quand on conduit. Est-ce que ça a un sens? Ouais. Je veux dire, si on compte que la partie qui touche le sol, effectivement, on n'utilise pas beaucoup de pourcents de notre voiture, mais on voit bien qu'il faut tout le reste. Donc, c'est un peu le même problème, si on veut. Ce qu'il faut, c'est surtout utiliser ce qui est utile. Voilà. Ok, très bien. Encore une petite question au sujet en fait de la constitution de notre cerveau. Il y a quand même 2 hémisphères, ça on en est sûr. Et vous, Paolo, vous travaillez spécifiquement sur la partie droite. Alors il y a aussi, bon, je vais vous taquiner encore, mais effectivement, il n'est pas admis, au contraire, il est plutôt dit que la partie droite, ça serait la partie créative, alors que la gauche, ça serait celle qui est rationnelle, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, vous qui étudiez beaucoup donc la partie droite, hein, c'est ça? Tout à fait, l'hémisphère droit, le cerveau est composé de 2 hémisphères plus ou moins symétriques, grossièrement symétriques, mais il y a de petites différences quand même anatomiques. Et donc ici en France, au XIXe siècle, on a découvert que l'hémisphère gauche, celui qui contrôle la partie, donc chaque hémisphère contrôle plus ou moins la partie opposée du corps et de l'espace extérieur. Donc l'hémisphère gauche, chez les droitiers, il contrôle la main droite, la main dominante. Et donc au XIXe siècle, Paul Broca a découvert qu'une lésion de cet hémisphère gauche pouvait donner un problème important du langage, en décrivant ces patients qui n'arrivaient plus à dire que tant. C'était la seule chose qu'il pouvait dire. Et il avait une lésion localisée dans la partie antérieure de l'hémisphère gauche du cerveau. À partir de cela, on a commencé à penser, ah oui, l'hémisphère gauche contrôle la main droite, il nous fait parler, il nous fait comprendre le langage, comme on a vu par la suite. Donc c'est l'hémisphère dominant. Et l'autre hémisphère, l'hémisphère droit, les pauvres, c'est l'hémisphère mineur, comme on l'appelle toujours en France. J'ai des collègues qui l'appellent toujours l'hémisphère mineur. Or, on a vu plus récemment que ce n'est pas du tout le cas. Donc l'hémisphère droit, bien sûr, ne sert pas à parler, mais il sert à beaucoup d'autres choses. Il est important, par exemple, pour diriger l'attention dans l'espace. On verra un exemple de ça tout à l'heure. Il est important pour gérer les émotions, par exemple, pour contrôler les émotions. Ça ne veut pas dire que l'hémisphère gauche ne fasse rien sur tout cela, mais l'hémisphère droit, il a une fonction peut-être plus caractérisée dans la reconnaissance des visages, peut-être à cause de la connexion stricte des visages et des émotions, et dans la cognition du corps, dans le fait que nous considérons, par exemple, notre corps comme différent du corps des autres. Ça, c'est des capacités pour lesquelles l'hémisphère droit est particulièrement important. D'accord. Alors, on va justement ensuite aborder plutôt la notion un petit peu de perception en fait, qu'on pourrait avoir grâce à notre cerveau, entre autres. Donc, on va, bien sûr, la connexion du cerveau reçoit des informations de nos organes sensoriels, quels qu'ils soient. Est-ce que l'image de, par exemple, si je prends la vue, que les yeux, ce serait notre caméra et le cerveau, c'est un petit peu la salle de montage. Est-ce que, Karim, pour vous, cette image, elle est vraiment juste? Vraiment juste, c'est toujours le problème des images. Vous m'aviez dit que vous n'étiez pas trop d'accord avec cette représentation. Disons que c'est l'idée qu'il y aurait un système comme les caméras au niveau des yeux qui enverrait une image déjà formée dans le cerveau et que dans le cerveau, on traite cette image un peu comme si on prenait une impression d'une photographie, puis on regarde, on peut dire là il y a un animal, là il y a une table, là il y a des objets. Cette idée-là, elle est complètement remise en cause par la façon dont on explore aujourd'hui le cerveau et dont on a compris le fonctionnement du traitement de l'information. Je crois que Paolo a aussi apporté notamment des images qui vont vous illustrer ça. Et en fait, le cerveau construit en permanence nos sensations. Nos sensations, elles n'arrivent pas à donner tout de suite dans notre cerveau. Le cerveau est beaucoup plus qu'une salle de montage. C'est non seulement une salle de montage, mais c'est même un scénariste, un script, un monteur, éventuellement le producteur qui va vendre l'image au reste de nos idées. Et en fait, le fait de voir ça comme une idée un peu cartésienne, de dire il y a d'un côté la perception, puis après ça arrive dans le cerveau, et là il y a la vision un peu d'une âme qui traiterait l'information, elle est vraiment battue en brèche par la science moderne. Ce qu'on voit souvent dans les dessins animés ou dans les films, voilà, dans le cerveau, il y a des gens qui sont au centre de commande et puis ils reçoivent les informations, mais donc celle-ci, pas tout à fait juste alors.
Alors, Paolo, vous Non, voulez dire... en fait, ces gens, dans le cerveau, ils créent l'information, ce n'est pas qu'ils la reçoivent. C'est eux-mêmes qui la créent. Oui, sur la base des informations reçues de l'extérieur, bien sûr. Mais comme je disais avant, une fonction importante, c'est de créer des modèles pour pouvoir interagir, agir avec le monde, en essayant de prévoir ce qui sera un scénario futur, par exemple. D'accord. Je ne sais pas si on peut voir... Mais justement, oui, vous nous avez apporté quelques images, justement, pour illustrer ce propos. Première image, expliquez-nous alors pourquoi vous vouliez nous montrer cette image. Est-ce que tout le monde vous voit bien? Est-ce que vous connaissez cette image? Qui connaît cette image? D'accord. Elle est assez célèbre. Si, alors, quelqu'un qui n'a jamais vu cette image, je voudrais qu'il réponde à cette question. Qu'est-ce que vous voyez là? Quelqu'un qui ne l'a jamais vu. Est-ce que vous voyez quelque chose? Voilà. Effectivement. Tout le monde voit un animal? Non, absolument pas du tout. Voilà. Donc, voilà. Il y a en effet, c'est une image manipulée, c'est une photo manipulée d'un chien dalmatien. Vous le voyez maintenant? Du tout, pas du tout. Là, il y a la tête et il a la tête baissée. Voilà. Là, c'est une jambe. Et après, il faut un peu reconstruire l'image. Est-ce que vous les voyez tous maintenant, les dalmatiens? Et maintenant, est-ce que vous pouvez ne plus les voir, vous souvenir de comment c'était avant que vous les voyez? Difficile. Moi, je n'y arrive pas. Une fois qu'on sait qu'il y a un dalmatien dans cette image ambiguë, on ne peut pas se passer de le voir. Donc ça, c'est un exemple, encore une fois, que la perception n'est pas une représentation de la réalité extérieure, c'est quelque chose qui est très influencé par notre cognition, et d'une façon très puissante, parfois. Bon, ça c'est un exemple extrême, bien sûr. Il y a aussi des images ambiguës, que je ne vais pas apporter ici, mais on peut presque choisir si voir une chose ou l'autre. Hein. Vous en trouvez beaucoup dans l'Internet. Est-ce qu'on peut voir l'image suivante? Voilà. Là, vous voyez des lignes qui sont exactement pareilles. Elles ont la même longueur. D'accord? Maintenant, est-ce qu'elles ont la même longueur ou pas? Donc, c'est l'illusion que l'on appelle de Müller-Lyer. Il y a beaucoup d'illusions visuelles comme ça. Et je voudrais vous... Pas encore? Pas encore. Donc, là, c'est un peu l'opposé. Vous savez, par rapport à l'image précédente, vous saviez quelque chose et vous ne pouviez pas vous empêcher, dès que vous le saviez qu'il y avait un dalmatien, vous ne pouviez pas vous empêcher de le voir. Là, c'est un peu l'opposé, parce que là, vous savez que les lignes sont égales, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de les voir différentes quand il y a les inducteurs. D'accord? Et cela, selon Jerry Fodor, par exemple, des philosophes, montre qu'il y a certains aspects de la vision qui sont imperméables à la cognition, donc aux connaissances. Même si nous savons que les lignes sont égales, nous ne pouvons pas les voir égales comme ça. Cette illusion en particulier, on ne sait toujours pas exactement d'où elle vient, mais une hypothèse est qu'elle puisse servir à voir les choses à 3 dimensions, à voir les choses en perspective. Hein. Par exemple, ça c'est un scénario typique où vous pourriez voir les 2 lignes comme ça, et c'est clair que la ligne d'avant elle est plus courte que la ligne d'après pour des questions de perspective, parce que cette ligne elle est plus près de nous, donc elle doit être plus petite par rapport à l'autre ligne. Celle-ci, elle fait mal à la tête, celle-ci. Hein. Ah, ouais. Voilà, je vous montre encore une autre illusion. Ah oui, non, il faudrait parler d'abord de Federico Fellini. Tout le monde connaît Federico Fellini. Donc, les grands cinéastes italiens donc c'était en 1993 qu'il a reçu son 5e Oscar à la carrière. Et quelques mois après, malheureusement, il a souffert d'un AVC
dans son hémisphère droit. Oui. Pardon, c'est un accident vasculaire cérébral. C'est-à-dire, ça peut arriver que le sang n'arrive plus comme il devrait à une partie du cerveau, parce qu'il y a un vaisseau qui a des problèmes, qui est bouché pour des questions hydrauliques comme ça. Et cette partie du cerveau, à ce moment-là, elle meurt. Elle ne fonctionne plus parce que les neurones n'ont plus d'oxygène et de glucose pour survivre. Donc, et il peut y avoir donc une partie du cerveau qui ne marche plus. Dans le cas de Federico Fellini, c'était une partie de son hémisphère droit. Et après son AVC, donc, Fellini a commencé à faire des dessins. Il était un très bon dessinateur, Fellini. Il a commencé à faire des dessins comme ça. Qu'est-ce que vous remarquez dans ces dessins humoristiques plutôt qu'il faisait pour s'amuser, même à l'hôpital où il était hospitalisé pour sa rééducation? Vous voyez qu'il manque toujours quelques détails, toujours d'un côté, toujours à gauche. Et donc Fellini... Là, il manque effectivement Ouais. cette partie-là de la femme. Là, il manque les rayons. Là, il y a le monsieur qui a l'air d'être... déjà, je ne sais pas s'il a... C'est lui-même, c'est Ouais. Fellini qui se dessine La lui-même. proportion, elle est moyenne, mais en tout cas, il lui manque Il est plus partie du petit cerveau. à gauche et il lui manque... Et ça, c'est son ergothérapeute qui lui disait « Dessine-moi ». C'est fantastique, bien sûr. Ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Donc, une lésion dans l'hémisphère, encore une fois, que l'on appelle mineur en France, mais qui n'est pas mineur du tout, peut donner ce type de trouble que l'on appelle héminégligence ou négligence spatiale. Ces patients ne prêtent plus attention à ce qui se passe dans la moitié gauche de l'espace. Et ce n'est pas parce qu'ils ne voient pas ce qu'il y a à gauche. Ils le voient très bien, ils peuvent le voir très bien. Après, il peut y avoir aussi des troubles visuels. Mais c'est vraiment un trouble de l'attention, c'est-à-dire qu'ils ne prêtent pas plus attention à ce qui se passe à gauche. Et et ils n'ont pas de conscience, en effet, de tout ce qui se passe à gauche. Par exemple, s'ils ne mangent pas ce qui est sur la partie gauche de l'assiette, ils ne répondent pas quand ils sont interrogés du côté gauche, ou alors ils répondent à quelqu'un d'autre qui se trouve à droite, mais qui n'a pas posé de questions. Donc ça, c'est simplement un exemple assez puissant, je trouve, de comment notre perception, notre conscience du monde extérieur dépend de notre attention. Et l'hémisphère droit, encore une fois, il a un rôle important pour que nous puissions prêter attention au monde extérieur. D'ailleurs, il y a l'expression aussi qui dit on peut très bien entendre sans écouter réellement. Donc là, il y a aussi cette notion d'attention, de volonté de... Oui, voir sans voir, en effet, parce que voilà, ces patients peuvent aussi regarder du côté gauche, mais ils ne tiennent pas compte de ce qui se passe du côté gauche. Si je peux donner un exemple, on a vu des illusions visuelles, et effectivement, comme Guillaume le disait, il y a aussi des illusions auditives. L'un des exemples les plus connus, c'est le tic-tac de l'horloge. L'horloge, elle fait tic-tic-tic en réalité, parce que c'est la même aiguille et le même mécanisme qui fait tout le temps. Et pourtant, si on veut entendre tic-tac, on peut entendre tic-tac, tic-tac, alors que le son est en réalité le même. Donc c'est une autre forme d'illusion, par exemple, auditive dans ce cas-là. Parce qu'on sait que ça doit faire tic-tac, on entend tic-tac. Et peut-être que vous entendriez d'ailleurs un tic-tac et Guillaume entendrait tac-tic, parce qu'il n'aurait pas pris la même phase, comme on dit dans l'ingénierie. Donc voilà. Et une fois qu'on l'entend, on ne peut plus s'en défaire. Voilà, et après on a du mal à s'en défaire. On peut essayer d'écouter en se disant je vais essayer de me concentrer, mais effectivement c'est le genre d'illusion, et donc c'est pour dire que l'illusion, l'attention vaut aussi bien dans le domaine visuel qu'a décrit Paolo, qu'auditif, et même spatial évidemment, le toucher, on peut faire attention à la façon dont notre pied est posé ou pas, etc. Donc c'est-à-dire que par rapport au monde extérieur, est-ce que finalement notre cerveau construit lui-même son monde intérieur? Est-ce qu'il y aurait quelque chose un peu d'opposé, oui. mais en tout cas, Disons, il y a autant de monde intérieur qu'il y a d'individus? Selon certaines théories, il construit des modèles du monde extérieur, mais après, il est capable de tenir compte des différences entre les modèles et la réalité extérieure. S'il arrive quelque chose d'inattendu, si je traverse la rue, j'attends que le feu devienne vert pour traverser la rue,
Mais s'il y a un vélo qui arrive, qui n'a pas respecté son fait, un Vélib Ça qui arrive arrive. sur Paris peut-être, non? Voilà. Je dois être capable de mettre en crise mon modèle, très rapidement même, mon modèle antérieur qui dit tu peux traverser la rue, de m'arrêter et d'essayer de ne pas donc prendre le vélo sur mon visage. Donc, c'est des modèles antérieurs qui, peut-être grâce à ces mécanismes d'attention, peuvent être reconsidérés tout le temps et changés tout le temps. Et selon certaines théories, la perception, c'est surtout ça, c'est-à-dire c'est la différence entre mon modèle antérieur et ce qui se passe à l'extérieur. C'est le calcul de cette erreur qu'il peut y avoir entre mon modèle antérieur et ce qui m'arrive de l'extérieur. D'accord. Alors, comment on peut être sûr de vivre dans un monde réel? Il y a quelques temps, il y a une étude qui est sortie pour dire, je crois que c'était même un astronome qui avait fait cette étude-là, qui disait que nous avons 50% de chances de vivre dans un monde virtuel, en fait. Alors, ça, Comment on peut s'en... Est-ce que notre cerveau peut nous aider? Alors, finalement, pas tellement. ce qui est certain, c'est qu'on peut créer des mondes virtuels. Le cerveau crée des mondes virtuels en permanence. Le meilleur exemple, c'est sans doute les rêves qu'on fait chaque nuit, ou en tout cas régulièrement. Quand on est plongé dans le rêve, on a l'impression d'être dans une réalité alternative qui, a priori, n'existe pas ailleurs que dans notre tête. Et donc, on voit bien que le cerveau est capable de générer des illusions très complexes et très riches. La question métaphysique de savoir si le monde réel existe vraiment, je pense que c'est même plus une question de neurosciences, c'est une question de philosophie de la métaphysique. Bon, je crois que c'est Woody Allen qui disait le monde existe, le monde réel, c'est quand on se tape le pied dans une table, on n'en doute plus. Donc voilà, après on peut prendre à la blague, mais effectivement, c'est un peu, ça fait écho finalement d'une façon humoristique à ce que disait Paolo, c'est-à-dire que le monde réel, c'est ce qui nous force à nous reconsidérer nos pensées, à reconsidérer notre conception du monde qu'on a dans notre tête. C'est-à-dire que si on ne vivait qu'avec le monde, si le monde réel collait exactement à notre monde imaginaire, à notre monde pensé, peut-être qu'on n'aurait pas de perception. Et une façon peut-être d'appréhender ça, pour l'illustrer, c'est qu'on est dans une salle ici. S'il y a du bruit à l'extérieur, une pelleteuse, un marteau-piqueur, on va l'entendre au début. Et puis au fur et à mesure que ce son va durer dans le temps, on va finir par ne plus l'entendre. Parce qu'en fait, notre cerveau a construit un modèle du monde dans lequel le marteau-piqueur est présent. Et si le marteau-piqueur s'arrête, soudainement, on va dire « Ah, mais c'est vrai qu'il y avait ce marteau-piqueur qui était gênant depuis le début. » Et on voit bien cette idée qu'on construit un monde, et puis la perception, une fois qu'elle n'apporte plus d'informations, parce que le marteau-piqueur, on l'entend depuis 20 minutes, donc maintenant ça suffit, eh bien, le cerveau n'a plus besoin de réactualiser son image du monde, et la réalité, finalement, disparaît quelque part. Donc voilà, c'est un peu la réponse que moi j'aurais envie de donner à cette question-là. Mais... D'accord. Du coup, je prolonge un petit peu parce que, du coup, si on a une perception, si on se construit notre propre monde intérieur, notre processus de prise de décision, comment se fait-elle? Vous connaissez certainement la fameuse scène en fait, de Matrix, où Neo doit choisir entre la pilule rouge et la pilule bleue. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans son cerveau? Est-ce que... Alors, bon, je vous laisse répondre. Là, on est dans une histoire, mais si on imagine que Neo a le même cerveau que nous, ce qu'on sait aujourd'hui un peu dans les neurosciences décrivent, c'est que le cerveau va prendre des informations et va faire ce qu'on peut appeler un calcul. Alors, disons en tout cas que c'est la façon dont on a scientifiquement d'aborder les choses, c'est d'essayer de comprendre quels sont les calculs que fait le cerveau. Et l'approche théorique qu'on développe dans les neurosciences, c'est de dire le cerveau va prendre des informations et va les peser les unes contre les autres en regard de la décision et de l'issue de la décision. C'est-à-dire que prendre la pilule bleue ou la pilule rouge, ça va non seulement dépendre de est-ce que c'est bleu, est-ce que c'est rouge, mais quelle est la conséquence de prendre une par rapport à l'autre. Et évidemment, si la pilule bleue risque de m'emmener dans un univers particulièrement difficile et que la pilule rouge, c'est moins grave, je vais reconsidérer le choix et je vais peser l'une versus l'autre. Un peu comme quand en médecine, on dit un médicament, il y a un coût-bénéfice, on pèse les coûts, on pèse les bénéfices et on voit s'il faut mieux prendre ce médicament A ou B. Donc, ce que l'on imagine du fonctionnement du cerveau, d'un point de vue théorique, c'est-à-dire quand on regarde comment les gens prennent leurs décisions, on voit qu'ils vont peser les informations, supposer, intégrer les informations ensemble et puis donner de la valeur, une valeur artificielle, une valeur théorique à l'option A versus l'option B. Et on va dire que, sauf problème, ils vont plutôt choisir l'option qui a la meilleure valeur pour eux à ce moment-là, dans cette situation-là.
les parties du cerveau qui sont impliquées là-dedans, c'est déjà beaucoup plus compliqué. En fait, ça engage une grande partie du cerveau, c'est-à-dire que ça engage à la fois la perception, la mémoire, les régions qui sont plutôt liées au calcul, au contrôle cognitif, c'est-à-dire les régions plus frontales. Donc là, c'est difficile même de donner une région du cerveau qui nous empêcherait de faire des choix, par exemple, ou qui serait au cœur des choix. Je ne sais pas si Paolo, tu veux compléter. Paolo, vous voulez compléter? Non, absolument, ça a été exhaustif. Et là, Karim, vous disiez justement que le cerveau va sous-peser donc, différentes options selon certains calculs. Donc, ce que vous dites, c'est une approche un peu rationnelle, c'est-à-dire que voilà, on fait des additions, puis on voit là où il y a le moins de pertes, c'est éventuellement là où je vais me diriger. Mais il existe aussi des biais cognitifs aussi qui vont peut-être un peu nous influencer, pas forcément d'une façon très rationnelle. Qu'est-ce que c'est que d'ailleurs Paolo, si vous voulez bien nous expliquer, qu'est-ce qu'un biais cognitif? On en entend souvent parler en ce moment. D'ailleurs, il y a des listes. Moi, je vois ça. Au début, on en avait 4, 5, puis maintenant, on arrive à des doubles pages. Il en existe toute une. Voilà. On se dit, c'est très difficile on se met à douter en fait de nos capacités bon, on en parlera peut-être après, mais du libre arbitre même. Excusez-moi, les biais cognitifs. On en voit un exemple là, justement maintenant, avec les anti-vaccins. Ouais. J'espère qu'il n'y en a pas beaucoup ici. Ah, sujet chaud. Qui disent, non, j'ai eu une discussion avec un très cher ami qui malheureusement est un anti-vaccin ou un douteux sur les vaccins, qui m'a montré les statistiques donc, des hospitalisations à la Covid. Et il m'a montré, en Angleterre, mais c'est partout, c'est pareil, il m'a montré que les gens vaccinés étaient beaucoup plus hospitalisés. Il y avait beaucoup plus de gens vaccinés, hospitalisés, par rapport aux gens non vaccinés. Et ça, c'est un biais cognitif typique. Hein? Daniel Kahneman en parle dans son beau livre Think Fast and Slow. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Un système 2, je crois. Système, oui. Wow. Pardon, alors, Daniel Kahneman, qui est un économiste, psychologue, en fait, qui a eu prix le Nobel d'économie. Justement sur les biais cognitifs dans les choix économiques. Voilà, et les biais consistent dans le fait qu'on a du mal à tenir compte de pourcentages. Hein. Or, si 80% de la population est vaccinée, bien sûr, il y a un petit pourcentage qui ne répond pas bien au vaccin, à peu près 10%, mais ce petit pourcentage, puisque la plupart de la population est vaccinée, va faire un nombre absolu, beaucoup de gens hospitalisés. Alors que les non-vaccinés sont très peu, et donc, même si beaucoup d'entre eux vont être hospitalisés, vont avoir une forme grave de Covid, un nombre absolu, ça va être un petit nombre par rapport aux vaccinés. Est-ce que c'est clair? Ça s'appelle base rate neglect. C'est une autre forme de négligence, hein, comme la négligence spatiale, mais cette fois, c'est une négligence de la population, de la taille de la population sur laquelle on va prendre nos données. Donc il y a certains biais cognitifs qui, des fois, nous font prendre des décisions, mais pas forcément rationnelles, qui sont basées sur des choses... parce que malgré tout, les biais sont quand même... Il y a une partie, on va dire, de danger, ou en tout cas d'illusion, mais il y a aussi quand même une utilité dans ces biais, parce que c'est quelque chose, vous disiez tout à l'heure que le cerveau consomme beaucoup d'énergie, et un biais, c'est un peu un raccourci qui va nous permettre du coup de consommer moins d'énergie. Donc les biais sont quand même utiles. C'est ça. Alors le terme technique qu'on utilise, on parle d'heuristique, H-E-U-R-I-S-T. Donc des heuristiques, c'est l'idée que le cerveau va faire des raccourcis et qu'en fait, ces raccourcis-là, on peut dire que c'est des biais au sens où si on regarde posément les choses à plat avec toutes les informations, on va faire des erreurs. Mais en réalité, s'ils sont là, ils ne sont pas là par hasard. Et c'est sans doute qui permettent, dans la plupart des cas, de résoudre un problème. Dans la plupart des cas, si vous regardez une situation A et B, si vous voulez savoir s'il y a plus de A ou plus de B, vous comptez le nombre et puis vous dites qu'il y a plus de A. C'est l'exemple que donnait Paolo. Il y a plus de vaccinés malades. Et ça marche dans la plupart des cas, mais il y a beaucoup de cas, ou il y a quelques cas, disons, où ça peut être en défaut. Et c'est particulièrement vrai dans notre société moderne où notre cerveau a évolué pour une société, disons, d'un environnement qui était différent, avec beaucoup moins d'informations, beaucoup moins de grand nombre. Un humain typique, on considère qu'il pouvait côtoyer 100, 150 individus au cours de sa vie. Aujourd'hui, on en côtoie des millions. Donc tous les nombres avec lesquels notre cerveau a l'habitude de manipuler sont complètement devenus exorbitants par rapport à son histoire originelle. Et donc les heuristiques qui marchent et qui sont quand même en général plutôt bonnes, c'est-à-dire quelqu'un qui nous regarde avec un air méchant,
souvent, c'est une bonne idée de se dire peut-être que cette personne a un problème avec moi. Mais peut-être que cette personne est en train de jouer au théâtre et qu'elle n'a rien contre moi. Mais c'est vrai qu'une heuristique qui nous dit ça, elle est utile dans la vie de tous les jours. Et donc, on peut dire que c'est des biais, on peut dire que c'est des erreurs, on peut aussi dire que c'est des raccourcis. Et comme tous les raccourcis, il y a des moments où il faut savoir les prendre, il y a des moments où il vaut mieux les éviter. Donc, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que l'illusion qu'on a vue tout à l'heure, c'est un biais. Ça nous fait voir les choses différemment de la réalité, puisque les deux lignes rouges sont identiques en longueur, et on ne peut pas s'empêcher de les voir comme de longueurs différentes. Mais dans le cas normal, c'est-à-dire quand on regarde un monde comme celui-ci autour de nous avec des perspectives, finalement, c'est tout à fait efficace de voir les lignes qui sont encadrées par des angles plus petites que les lignes qui sont avec des angles divergents. Mais ça, c'est l'interprétation évolutionnaire de pourquoi on a des biais. Ensuite, tout le travail, c'est de comprendre dans telle situation, est-ce qu'on est soumis à un biais ou est-ce qu'on est, en fait, on est dans le vrai ou dans le faux, quoi. Comment en avoir conscience? Voilà. Paolo, vous voulez rajouter quelque chose? Je vais peut-être montrer la dernière illusion. Bien sûr. Hein, qui est aussi assez frappante. Donc, est-ce que vous voyez qu'il y a des lignes coloriées, un rouge et un vert? Où est-ce qu'elles apparaissent, ces lignes? Elles sont à l'horizontale ou sont plutôt un peu... Horizontale plutôt. Pardon? Plutôt horizontale. Et au-dessus de l'horizontale ou en dessous de l'horizontale? Une fois au-dessus, une fois au-dessus. La verte plutôt au-dessus et la rouge en dessous? Est-ce que vous en êtes vraiment sûr? Est-ce que votre cerveau ne vous joue pas des tours? Et c'est au milieu à chaque fois. C'est exactement dans l'horizontale qu'elles apparaissent. C'est une illusion très puissante, comme les lignes de Müller-Lyer, on ne peut pas s'empêcher de la voir. Cependant, bon, ça sert probablement, c'est très artificiel bien sûr comme vidéo, ça, mais ça sert à ce que je disais avant, ça sert à essayer de prévoir ce qui se passera dans le futur. Et dans un monde normal, une image comme ça, effectivement, aurait des lignes déplacées par rapport à l'horizontale. Si on voyait une roue qui tourne ou une chose comme ça, ça serait véridique, disons, comme perception. Et la chose sur laquelle je voulais conclure est sur le rôle des systèmes d'attention, de ces systèmes d'attention que l'on a vu endommagés dans le cas de Federico Fellini, dans le cas de la négligence spatiale. Une idée de la fonction de ces systèmes d'attention pour prévoir le futur vient du fait que nous, on a essayé, donc à l'ICM, de montrer cette illusion à des patients comme Federico Fellini, qui avaient des problèmes pour orienter leur attention vers la gauche. Eh bien, on l'a montré dans plusieurs positions, soit comme ça, où les lignes étaient à gauche du display, soit les lignes colorées étaient à droite, soit en bas, soit en haut. Eh bien, les patients négligents, comme Fellini, ils savaient tous l'illusion normale dans toutes les positions de la ligne, sauf dans cette position-là. Quand la ligne était dans leur espace négligé, ils la voyaient à l'horizontale, c'est-à-dire mieux que nous. Ils avaient une perception, dans un sens, plus véridique. Ils n'avaient pas de biais cognitifs ou perceptifs qui montraient cette illusion. Ce qui montre, disons, par soustraction, la fonction de l'attention, de cette attention visuelle qui est endommagée par une lésion de l'hémisphère droit, dans la prévision du futur, de ce qui pourrait se passer, qui est le type de mécanisme qui engendre cette illusion-là. Et donc les patients négligents leur attention était endommagée et leur prévision du futur, prévision perceptive, ne marchait plus dans l'espace négligé. Si je peux aller dans le sens et compléter, je crois que, enfin, on a évoqué le mot tout à l'heure de dire comment on sait qu'on sait, comment on sait qu'on ne sait pas. Et en fait, ces mécanismes-là, on les retrouve, c'est-à-dire cette capacité à être parfois plus véridique en étant dans la pathologie que dans le cerveau normal, on le retrouve dans d'autres conditions. Et un des exemples qu'on donne en général, c'est les dépressifs. Si vous demandez aux Français s'ils conduisent mieux que la moyenne, en moyenne, les Français conduisent mieux que la moyenne. Ce qui n'est pas possible mathématiquement, mais c'est une impression qu'on a, c'est ce qu'on appelle un biais d'optimisme ou un biais de surconfiance, comme disent les psychologues. C'est-à-dire qu'on croit qu'on conduit mieux que ce qu'on conduit en général.
Et ce qu'on retrouve, c'est que par exemple, chez les populations déprimées, les dépressifs, quand on était sur ce type de questionnaire, ils vont avoir au contraire une réponse plus juste. C'est-à-dire qu'ils vont dire « non, mais je ne suis pas vraiment meilleur que la moyenne ». Et en fait, ils sont plus véridiques, ils ne sont pas soumis à ce biais-là. Donc il y a des cas où on peut retrouver des annulations des illusions cognitives ou des biais cognitifs, qui sont des biais perceptifs, des biais de confiance, des biais ce qu'on appelle métacognitifs en termes un peu techniques, c'est-à-dire la capacité à s'auto-évaluer dans ses pensées ou dans ses mécanismes mentaux. Et donc, vous voyez, on peut les corriger, les biais, parfois malheureusement dans la condition de la pathologie, parfois avec, par la science, en travaillant sur les données, en regardant, comme l'expliquait Paolo, les chiffres, et en regardant qu'est-ce qui se passe, on arrive à se défaire de certains biais. D'accord. Alors, on dit toujours que le cerveau, c'est quand même une machine formidable, mais excusez-moi, mais petit 1, en fait, il ne perçoit pas réellement la réalité parce qu'il se construit sur mon intérieur. Et petit 2, on baigne aujourd'hui dans un flot d'informations continu, etc. Donc, difficulté encore plus de traiter cette information. D'ailleurs, l'industrie de l'information sait très bien utiliser ces biais pour le coup. Moi, j'aimerais qu'on termine quand même sur quelque chose d'un peu plus positif parce qu'on se dit, mais finalement, on est libre de rien, en fait, dans cette histoire. Pourtant, dans les cas, justement, de pathologie, de lésions, par exemple, le cerveau, en fait, arrive quand même à des stratégies de compensation. Et par exemple, je sais qu'il y a des fois, des gens, en fait, sont diagnostiqués de maladies uniquement parce qu'on leur a fait passer un scanner, un IRM, alors que dans la vie quotidienne, tout allait bien. Oui, de ce point de vue-là, encore une fois, le cas des patients négligents est instructif parce que beaucoup pas tous, mais une certaine partie de ces patients, dont Federico Fellini, ils arrivent avec le temps à compenser leur déficit. C'est-à-dire, ils ont toujours un petit biais pour s'orienter vers la droite, mais ils arrivent ensuite à explorer même la partie gauche du monde. Et certains résultats que l'on a eus assez récemment à l'ICEM suggèrent que c'est peut-être l'hémisphère sain, l'hémisphère gauche dans le cas des patients négligents, qui peut apprendre avec le temps à explorer aussi la partie gauche de l'espace. Mais on a vu que cela arrive seulement quand les deux hémisphères, l'hémisphère lésé et l'hémisphère sain, peuvent communiquer entre eux. Il y a une grosse masse de fibres de substances blanches qui s'appelle corps calleux, qui sert à faire parler les deux hémisphères. Si ce corps calleux est lésé, malheureusement par la lésion, c'est plus difficile pour les patients de récupérer. Si le corps calleux marche bien, donne la possibilité, selon notre hypothèse au moins, à l'hémisphère sain de compenser le déficit déterminé par l'accident vasculaire. Vous avez un... Non, pour appuyer, en fait, c'est un phénomène qui se retrouve de façon assez générale, mais ce qui est vrai, c'est que le cerveau, y compris dans l'enfance, et particulièrement dans l'enfance, est très plastique, c'est le terme qu'on utilise, c'est-à-dire qu'il a une capacité de se remodeler. Et les cas les plus impressionnants, c'est les cas de ce qu'on appelle d'hémisphérectomie, c'est-à-dire des enfants qui avaient des épilepsies très envahissantes et chez qui on a retiré complètement un hémisphère qui déclenchait des crises d'épilepsie, qui rendait la vie impossible de l'enfant. Et la seule solution qu'avaient les chirurgiens après avoir testé des médicaments antiépileptiques, c'était de supprimer carrément la moitié du cerveau de cet enfant-là. Et dans les cas qui ont été décrits, il y a des enfants qui ont un développement quasi normal, c'est-à-dire que leur cerveau restant, leur hémisphère restant, va réapprendre à marcher, va réapprendre à utiliser les mains des deux côtés, et va réapprendre du langage, parfois de façon tout à fait normale, alors même qu'on s'attendrait à ce que si on enlève la moitié du cerveau, il se passe quand même quelque chose d'assez dramatique. Donc c'est pour dire que le cerveau a des capacités. Alors c'est dans l'enfance, évidemment, si on fait ça chez un adulte, malheureusement, ça ne marche plus. Paolo pourra vous dira qu'évidemment, c'est ce qu'on a dit, c'est qu'il faut quand même, il reste quelque chose d'assez fonctionnel. Mais dans l'enfance, il y a une telle capacité de réorganisation et de restructuration du cerveau qu'effectivement, il y a cette plasticité qui permet de compenser très largement certaines lésions très importantes. D'accord. Pour l'épilepsie, justement, il y a des thérapies qui sont en vogue en ce moment pour soigner en fait, justement, les épilepsies par la musique, en fait. Oui, alors ça, ça va. Qui se lance? Il y a un article qui est sorti il n'y a pas très longtemps dans Nature qui documentait ça, mais qui était en fait dans le journal du groupe Nature, qui était un article scientifique qui était plutôt une constatation qu'une réelle expérience, c'est-à-dire que ils ont constaté que le fait d'écouter une sonate de Mozart pouvait diminuer la fréquence des crises. Alors, ce qui est intéressant, c'est
alors le résultat, il demande à être répliqué, parce que comme dans la science en général, et on l'a vu au travers de cette crise sanitaire, c'est que malheureusement, un résultat ne suffit pas à faire une vérité scientifique. Et il faut répliquer, vérifier que ce qu'on a observé une fois se reproduit une deuxième fois, et puis aussi avoir ce qu'on appelle la condition contrôle. On en a entendu parler là aussi dans ce domaine des crises. C'est-à-dire d'avoir le contrôle de qu'est-ce qui se passe quand on ne fait pas ça. Et c'est ce qui manquait un peu dans cette expérience, parce que par exemple, si on vous fait écouter une sonate de Mozart, pour peu que vous ayez un tout petit peu l'oreille musicale, vous allez vous détendre, vous allez être plus reposé. Est-ce que c'est un effet spécifique de la sonate de Mozart ou c'est simplement l'effet d'avoir une suggestion d'un état plutôt agréable, détendu, qui va être... La musique adoucit les mœurs. Voilà, donc la musique adoucit les mœurs, mais il y a plein d'autres façons d'adoucir les mœurs que la musique. Et donc, ce que font les chercheurs, en réalité, c'est pas tellement... Enfin, décrire l'effet, c'est important, mais c'est plutôt de comprendre quel est le mécanisme par lequel on obtient cet effet. Est-ce que c'est quelque chose de spécifique dans la musique, ce qui demanderait à être prouvé quand même, dans cette musique-là en particulier, même si on peut trouver plein d'autres qualités aux musiques de Mozart que la capacité de réduire les crises d'épilepsie. Et après, c'est de dire, est-ce qu'on peut reproduire dans des conditions expérimentales cet effet spécifique? Vous voyez l'exemple que donnait Paolo tout à l'heure, c'est-à-dire si on décrit les patients négligents comme ça en disant on va regarder ce qui se passe quand ils voient des illusions, on n'apprend pas grand-chose. Par contre, en manipulant expérimentalement, en essayant d'analyser exactement où ça se passe et comment ça se passe, là on apprend des choses en réalité. C'est ça la démarche scientifique. D'accord, oui. Des pistes, oui, mais rigueur. Voilà, exactement. C'est comme ça qu'on progresse. Très bien. Une possibilité. Il y a quelques études sur l'utilisation de la musique dans la réhabilitation de la négligence, justement. Oui, la négligence, vous l'avez utilisé tout à l'heure, mais peut-être que pour le public, Donc c'est Federico Fellini, c'est le manque d'attention pour la partie gauche de l'espace après une lésion de l'hémisphère droit du cerveau. La négligence spatiale, c'est oui, ça? Négligence spatiale. Oui, pardon, je dis négligence parce que c'est spatial, oui. Et il y a certaines données un peu préliminaires encore qui pourraient suggérer donc, que la musique préférée par les patients, écouter de la musique que les patients aiment, pourrait diminuer aussi les signes de négligence. Donc ça pourrait être, comme le disait Karim, tout simplement un effet général du bien-être induit par la musique préférée. Je soupçonne que ça pourrait aussi être en aide à la reconnexion entre deux hémisphères qui ne se parlent plus. Ça, c'est une hypothèse. Si un jour je trouve un financement, je suis en train de demander des financements pour tester cette hypothèse. On peut passer l'appel. Si un jour je trouve un financement, j'espère pouvoir tester cette hypothèse chez les patients négligents. D'accord. Merci. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des remarques? Qu'est-ce que vous évoque tout ce qu'on a dit jusqu'à présent? Oui, madame. Sur le dernier, j'ai deux questions, mais la première que je vais poser est directement liée à ce que vous venez de dire. La régulation de la musique sur l'activité cérébrale, c'est lorsqu'on parle et la relaxation qui peut être induite par la musique ou par d'autres techniques, c'est la production d'ondes cérébrales. Et on sait que quand on est en onde alpha, on est plus détendu et que ça génère peut-être, là je ne suis pas médecin et je ne peux pas me prétendre corriger l'épilepsie, mais ça peut peut-être éviter la production d'une crise d'épilepsie. Donc ça c'était ce que j'avais remarqué depuis des années. Et la deuxième question est plus pour monsieur le neurologue. Est-ce que dans le cas des maladies neurodégénératives, l'oxygène ou l'apport d'oxygène ou déficit d'oxygène au cerveau a une influence dans la maladie et dans son évolution? Il y a aussi une composante vasculaire dans les maladies neurodégénératives qui a été mise en évidence. Malheureusement, c'est des maladies qui sont maintenant très fréquentes du fait de l'augmentation de l'espérance de vie. Donc, parce que la fréquence augmente avec l'âge, parce que, comme le disait Karim, les systèmes de plasticité du cerveau se font de moins en moins efficaces avec l'âge. Et on a vu qu'il y a bien sûr une pathologie dégénérative des neurones qui meurent, qui est à la base de beaucoup de ces maladies. Mais il y a aussi une composante vasculaire, comme vous l'évoquiez, peut-être aussi la diminution d'apport d'oxygène par des vaisseaux qui sont aussi un peu endommagés par l'âge, qui peut
peut contribuer. Dans le cas, par exemple, de Parkinson, on conseille des activités douces, de gymnastique, de tai chi, de choses comme ça. Je sais que je vais peut-être vous bousculer, mais est-ce que vous pensez que c'est pour garder la motricité et les sensations, ou est-ce que vous pensez que c'est cette activité physique qui va engendrer une circulation du sang optimisée et qui apportera donc plus d'oxygène au cerveau? Là, je ne peux pas vous donner une réponse technique sur le Parkinson en particulier, mais c'est sûr que c'est bien connu depuis très longtemps que l'activité physique bien régulée, ça fait du bien. Je ne pense pas comme ça qu'il y ait des études contrôlées pour établir si c'est vraiment l'apport d'oxygène ou pas. Merci. Merci pour votre question. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Je pense que l'IRM aussi, ça a apporté beaucoup dans la compréhension du cerveau. Alors l'apport de l'imagerie, oui. Ouais. Alors oui, là c'est vraiment un autre... on pourrait en parler pendant 2 heures. Écoutez... D'où viennent les rêves moi, j'essaie aussi de comprendre d'où vient l'imagerie en veille, l'imagerie mentale qu'on peut faire en l'absence de perception, qui est une forme de perception sans stimulus extérieur. Et on sait qu'une partie du système visuel, pas tout le système visuel, mais une partie du système visuel est engagée et dans les rêves et dans l'imagerie mentale en veille, effectivement. C'était votre question, madame? C'était votre question, madame? Oui. C'est un peu les modèles dont je parlais sans l'erreur qui vient du monde extérieur. Donc, c'est des modèles qui peuvent aller où ils veulent, justement, comme ça arrive dans les rêves. Oui, madame? Moi, c'est juste pour savoir la différence entre un esprit sain et un esprit dérangé. À quoi est dû, quand on voit par exemple une personne qui parle toute seule, donc elle a un déficit certainement mental, et je voulais savoir quel est le rôle du cerveau quand il... moi je sais ces questions des synapses et astrocytes, enfin un truc comme ça, c'est-à-dire des cellules de neurones. Oui. Il y a un électrochoc. Apparemment, moi, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, mais d'après ce que... Alors, je voulais juste savoir pourquoi une personne dérangée, des fois, elle est bien, et des fois, ça, elle a un comportement vraiment... Deux questions. Quelle est la différence entre un esprit sain et un esprit dérangé, premièrement? Et deuxièmement, pourquoi un esprit sain, de temps en temps, il pète les plombs? Ou voilà, quand il est dérangé, qu'est-ce qu'il y a? Je ne crois pas qu'on puisse parler de différence au sens il y aurait quelque chose A ou B. En fait, ce que l'on voit en médecine, en biologie en général, c'est qu'on est dans des continuums. C'est d'ailleurs l'approche maintenant de la psychiatrie moderne, c'est de dire on a des dimensions psychiatriques avec des extrêmes, mais les gens vont varier et certaines personnes vont être extrêmes dans certains ressentis émotionnels et d'autres moins, etc. Et on est plutôt dans une approche comme ça, même si évidemment, dans les formes extrêmes, ça peut être très perturbant et ça peut donner l'impression d'être dans une dichotomie complète. Il y a quand même si vous parlez de quelqu'un de dérangé, cette personne-là, elle a plein de fonctions en commun avec le cerveau de n'importe qui. C'est-à-dire qu'elle est capable de sentir quand elle a faim, elle est capable de se tenir à la verticale, de sauter par-dessus un objet, de marcher, etc., de lire. Donc en fait, beaucoup des fonctions de son cerveau sont relativement en bon état. Et son cerveau n'est pas si dérangé que ça, en fait, si on compare. Il y aurait beaucoup de façons d'avoir un cerveau dérangé, beaucoup plus que simplement d'avoir un comportement un peu exubérant, un peu atypique. Donc en fait, le cerveau de cette personne-là, il ressemble dans les très grandes largeurs au cerveau de n'importe qui. Et c'est tout un défi de la psychiatrie. Peut-être pour replacer un peu les choses, souvent la différence qu'on fait entre la neurologie et la psychiatrie, c'est que la neurologie, on sait où ça se passe dans le cerveau, et la psychiatrie, c'est quand on ne sait pas où ça se passe dans le cerveau. Grosso modo, c'est un peu la distinction qu'on peut faire à très gros traits. Et la psychiatrie recherche dans le cerveau quels sont les mécanismes qui vont être impliqués dans telle ou telle maladie. Et c'est vraiment un champ de recherche très actif. Et malheureusement, on sait que ce n'est pas aussi simple que
la présence de tel ou tel neurone, parce que ça, on l'aurait vu. C'est-à-dire qu'on a passé maintenant un siècle à disséquer des cerveaux de schizophrènes, des cerveaux de dépressifs, des cerveaux de personnes anxieuses, qui ont donné généreusement leur corps à la science. Et à leur mort, on dissèque leur cerveau et on ne voit pas, dans l'analyse du cerveau comme ça, de différence qui saute aux yeux. Donc, s'il y a des différences, et il y en a sûrement, puisque les personnes sont différentes, mais elles sont très complexes et beaucoup plus subtiles que simplement une différence de tel type de neurone ou tel type de neurone qu'on aurait en plus ou en moins. Donc, et par rapport à l'activité électrique et donc, l'activité électrique, c'est le reflet de l'organisation du cerveau, quelque part. C'est un peu... c'est comme si il y avait un réseau de téléphones, vous pouvez regarder l'activité électrique, c'est le reflet de l'activité des téléphones entre eux, des gens qui communiquent entre eux. Mais de la même façon, en fait, on peut enregistrer l'activité électrique du cerveau. Paolo donnait des exemples. On a quelques cas, là, y compris à l'épicier-salpêtrière, on a des patients qui ont des électrodes qui vont être mises dans le cerveau pour les besoins d'une exploration dans le contexte d'une épilepsie. Et on voit des changements d'activité, mais aujourd'hui, on n'est pas encore capable du tout de regarder l'activité électrique du cerveau d'un schizophrène, pour prendre cet exemple-là, et d'une personne normale, et de savoir quel est l'un ou quel est l'autre. C'est encore un défi pour la recherche de réussir à faire ce genre de choses. Donc voilà, c'est un domaine de recherche très actif, mais il n'y a aujourd'hui pas d'outils qui permettent de catégoriser les cerveaux, si vous voulez, de cette façon-là. Oui. Excusez-moi, du coup, juste pour rebondir sur la question de la dame, c'est peut-être pas des différences anatomiques et peut-être électriques, mais il y a quand même des différences chimiques. Ben, c'est un peu pareil, malheureusement. Les différences chimiques, c'est facile à mesurer d'une certaine façon comparé à beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire qu'on peut doser à peu près tous les neurotransmetteurs, et ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas des différences majeures en tout cas. Et donc, quand on voit l'effet des médicaments psychotropes, on voit bien qu'en donnant un certain type de molécules chimiques, on va avoir un changement du comportement. Si on vous donne un anxiolytique, vous allez être moins anxieux, et ça, c'est avéré. On peut faire des tests expérimentaux, on peut faire des tests chez l'animal pour le montrer. Enfin, ça, il n'y a vraiment pas de problème. Maintenant, c'est une étape différente de montrer qu'en donnant un antidépresseur, on va avoir un changement de l'humeur. Est-ce que c'est parce que cette personne qui souffre de dépression a ce défaut-là? Ce n'est pas évident. Et en fait, c'est vraiment tout le travail de la recherche d'essayer de comprendre est-ce qu'il y a des anomalies très subtiles, encore une fois, qui permettraient d'expliquer la pathologie psychiatrique en l'occurrence. Oui. Alors du coup, c'est plutôt une question centrée sur les animaux, comme avec l'exemple particulier de l'animal qui mange son propre cerveau. Est-ce qu'il y aurait d'autres exemples sur ça? Et justement, ma deuxième question concerne un de ces êtres vivants. Du coup, au plan neuroscientifique, qu'est-ce que vous pensez du blob? Du blob. Alors, moi, je peux répondre parce que je vois bien ce que c'est. Le blob, c'est un être unicellulaire qui a été envoyé dans l'espace pour être étudié par Thomas Pesquet dans la Station spatiale internationale, mais qui en fait est un objet de science dans les laboratoires de biologie depuis longtemps. Et on a des experts français du blob voilà, Udra Dussautour qui a très médiatisé cet être vivant. Et ce qui est intéressant dans le cas du blob, c'est que c'est effectivement un être unicellulaire, donc il n'a pas de cerveau, puisqu'il n'a qu'une seule cellule. Et le cerveau, par définition, c'est quelques cellules. Il faut au moins 2 cellules pour qu'il y ait un début de cerveau, si vous voulez, au moins un neurone et puis une autre. Et le blob, c'est une seule cellule, donc c'est comme une bactérie, comme un microbe, mais qui est visible à l'œil nu, puisqu'il a des filaments qui vont lui permettre de s'étendre. C'est un être vivant qu'on trouve d'habitude dans les souches d'arbres, qui est absolument sans danger et qui est même sans intérêt pour la plupart des humains. Mais pour les chercheurs, c'est intéressant parce qu'il va se développer et il a une forme d'intelligence très limitée, mais qui va lui permettre d'explorer son environnement en poussant des flagelles, des extensions de ces cellules pour explorer son environnement, détecter des sources de nourriture et aller les consommer, puis après continuer son exploration comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ça montre que d'un point de vue très mécanistique, on peut arriver à des comportements relativement complexes avec simplement des outils très simples, même si c'est très complexe, de biologie de la cellule. C'est-à-dire la cellule, elle n'a pas de neurones, elle n'a pas de mémoire, elle n'a pas une capacité d'élaboration, c'est certain. Mais elle a en interne des mécanismes qui vont faire que lorsque c'est un peu plus sucré à droite, on va grandir à droite. Quand c'est un peu plus sucré à gauche, on va grandir à gauche. Et on voit que rien qu'avec ces mécanismes très simples, on arrive à faire des choses assez complexes. Ce qui en dit long sur le fait que quand on a un cerveau qui est composé de presque 100 milliards de neurones,
on doit pouvoir faire des choses très compliquées, beaucoup plus compliquées que ce que fait le blob, donc c'est même difficile d'imaginer l'étendue des possibilités, effectivement. Alors après, sur les animaux qui mangent leur propre cerveau, Non, pas que je sache. moi je connais un exemple, mais je cherche l'espèce depuis tout à l'heure, depuis que vous avez posé la question. C'est une espèce de poisson, en fait, où le mâle et la femelle sont relativement similaires. Le mâle est un peu plus petit. Et en fait, quand le mâle va se reproduire avec une femelle, il va s'agréger sur la femelle et en fait complètement se dissoudre presque dans le corps de la femelle et perdre essentiellement 90% de son corps. Il lui reste que ses testicules, grosso modo, qui sont collés à la femelle. Et ça, c'est un cas où le cerveau ne sert plus à rien, mais même le reste du corps ne sert plus à rien, puisqu'il est entièrement, son métabolisme est entièrement dépendant de la femelle, et donc ils vivent une vie de couple comme ça, fusionnelle, à l'extrême. Donc voilà, c'est un autre exemple que j'ai, et je cherche les noms de l'espèce là qui ne me vient plus, mais je suis sûr que... J'ai une autre espèce qui m'est venue en tête aussi sur les espèces qui sont, entre guillemets, immortelles, donc avec des neurones aussi, qui sont durables dans le temps, on va dire. Donc, je sais pas ce que je peux en dire, je peux rien en dire en fait. Et les tardigrades qui sont... les tardigrades, ils ont un cerveau d'ailleurs, ils ont un petit bestiole. C'est des micro-vertébrés qui ont un système nerveux. Alors, en fait, il n'y a pas de définition stricte de où commence un cerveau et où ça. C'est-à-dire qu'une mouche, est-ce qu'une mouche a un cerveau? Nous, on a des collègues qui s'intéressent aux mouches dans l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, donc ça veut dire qu'on peut dire qu'il y a des cerveaux, mais en fait, ce n'est pas vraiment des cerveaux, c'est plutôt des amas de cellules. Un système nerveux, peut-être. Oui, mais c'est un système nerveux un peu complexe, c'est-à-dire qu'avec des cellules agrégées ensemble qui vont traiter de l'information, mais qui n'a pas toute la connectivité et la complexité d'un cerveau de vertébrés, comme les mammifères. Mais donc après, quand on descend des mouches, on peut descendre encore plus bas si on veut dans les échelles, et on va arriver à des vers, des micro-vers qu'on appelle les nématodes. Et là, on sait, ces nématodes-là, on sait très bien les décrire, on sait exactement leur nombre de neurones. Il y a exactement 308 neurones exactement, qui sont parfaitement décrits. Donc tous les nématodes de cette espèce-là ont exactement 308 neurones. Mais ça va être une forme... Est-ce que c'est une forme de cerveau? Enfin, c'est vraiment la forme la plus basique d'un cerveau, mais voilà. Alors, le cerveau est quand même capable de choses assez incroyables quand on... Déjà, vous en avez décrit un certain nombre. Est-ce que l'électronique peut justement nous aider à devenir des super-hommes, à avoir des super-cerveaux? Il y a des gens aux États-Unis qui pensent déjà à ça, hein, vous voyez à quoi je fais allusion. Mais au-delà de ça, est-ce que l'électronique peut venir... Parce qu'on pourrait simplifier peut-être le cerveau à un ensemble de réseaux électriques, point barre. Donc, quid de l'intelligence artificielle? Ça, c'est peut-être un autre sujet. Mais votre avis, en fait, est-ce que à la fois on peut doper nos pouvoirs du cerveau, ou en tout cas, est-ce qu'on peut peut-être soigner aussi grâce à l'électronique? Voilà, moi, je peux vous donner un avis pas très scientifique, vraiment personnel. J'ai l'impression que voilà, ça pourrait avoir un rôle, cette interface cerveau-machine, dans la réhabilitation effectivement des déficits neurologiques. Pour ce qui est d'un cerveau normal, encore une fois, je pense qu'il est optimisé. Il est déjà au top. Oui, oui. Je pense que si on ajoute des choses, on va en perdre d'autres. Encore une fois, c'est mon opinion personnelle et pas scientifique du tout. Donc, personnellement, je me contenterai de mon cerveau, du cerveau que nous avons, sans essayer de l'augmenter. Oui, c'est sûr. Moi, je crois que dans le fond, je partage un peu la vision de Paolo. Je serais même simplement sur la base du fait qu'on en connaît tellement encore peu sur le fonctionnement du cerveau. Si les gens qui nous promettent ça arrivaient déjà à optimiser le cerveau d'une mouche ou d'un nématode à 308 neurones, je commencerais à les croire. Mais on n'arrive pas à faire des mouches qui volent mieux avec de l'électronique, des super mouches. Donc faire un super humain, je pense qu'on en est loin. Si un jour on y arrive, en tout cas on en est très loin. Donc voilà, c'est plutôt, moi je me dis empiriquement, pour l'instant j'attends de voir des preuves, des éléments de preuve. Mais ce qui est vrai, c'est que par contre pour des cas de patients qui ont des lésions cérébrales, des hémiplégies ou des tétraplégies, donc des paralysies complètes, quand le cerveau n'est pas endommagé, encore une fois, c'est-à-dire quand le cerveau fonctionne, mais que par exemple la connexion est coupée entre le corps parce que la moelle épinière est coupée, là on a des vrais espoirs de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des gens qui vont placer des puces sur le cortex moteur, donc la partie du cerveau qui contrôle la motricité, et on va les brancher ces puces sur un bras robotisé, et ces personnes-là,
après un travail très long qui s'apparente peut-être un peu à ce qu'évoquait Paolo de reconnexion quand on a une lésion, ces patients-là finissent par arriver à contrôler leur bras moteur, mais ils le contrôlent quand même beaucoup moins bien le bras sain qu'ils avaient pu avoir avant leur accident. Mais ça leur permet par exemple d'attraper un verre, de le porter à leur bouche ou des choses comme ça. Et donc là, c'est sans doute des voies qui vont sûrement se développer parce qu'il n'y a pas de raison de penser qu'on n'arrivera pas de mieux en mieux à faire les choses. Mais comme disait Paolo, je pense que chez le sujet sain, imaginez qu'on va vous mettre un implant et que vous connaissez tout Wikipédia par cœur. Ce serait pratique. Je ne crois pas. Mais on a plein d'outils électroniques, justement, autour de nous qui nous font un cerveau externe. Déjà des prothèses cognitives. Oui, ce sont des prothèses cognitives, exactement. Qui commencent par les livres, d'ailleurs. Ouais. Le livre ne plante jamais, n'est jamais à court de batterie. Voilà. Et c'est d'ailleurs, c'est un petit miracle en soi, si on y pense. La lecture, Stanislas Dehaene et Laurent Cohen, qui est un collègue qui travaille dans la même équipe que Paolo, ils travaillent beaucoup sur la lecture. Et quand on parle des pouvoirs du cerveau, si vous demandiez à un homme préhistorique est-ce que le cerveau est capable de détecter une information et de décoder une information comme une phrase complète ou un livre complet, on dirait que ce n'est pas possible si on ne savait pas que ça existe. Et pourtant, le cerveau humain qui a évolué pendant 300 000, pour être très généreux, on va dire qu'il a évolué 300 000 ans dans les dernières phases, mais en fait, il a plutôt 3 millions d'années, si on veut, le genre Homo. En 3 millions d'années, jusqu'à il y a à peu près 100 ans, 99,999% de la population ne savait pas lire, et même avant, il y a 5000 ans, personne ne savait lire. Et pourtant, aujourd'hui, la plupart de la population mondiale sait lire. Donc on a réussi à créer une fonction du cerveau qui n'avait jamais existé dans toute l'histoire de l'humanité. En quelques dizaines d'années, un siècle, ça a maintenant envahi tous les cerveaux de tous les humains, et tous les humains à peu près, à quelques exceptions près évidemment, et suivant les territoires sur la planète. Mais on a une très grande majorité des humains qui savent regarder une série de petits symboles écrits sur une feuille de papier ou sur un écran et en faire une information cognitive. Et ça, c'est un petit miracle en soi parce que ce n'était pas du tout attendu que le cerveau soit capable de faire Et si on avait dû prédire que ça puisse arriver, on aurait dit « mais vous êtes fous, c'est pas possible que le cerveau puisse faire ça. On n'a jamais été évolué pour ça. » Et pourtant, on y arrive. Donc, faut savoir... Donc il y a peut-être encore des surprises dans les centaines d'années à venir à soupçonner pour l'instant. Peut-être. En tout cas, ça montre que le cerveau a des capacités au-delà de ce qu'on pourrait attendre d'un cerveau de préhumain. Et justement, des dernières questions, s'il vous plaît. Oui, on parlait de booster le cerveau par l'électronique, mais est-ce qu'à notre niveau, comme on peut encore l'améliorer, il y a des exercices ou des choses qu'on peut faire au quotidien ou facilement pour... Alors, moi, je vous conseille de venir à des conférences scientifiques. Ça marche très bien. Non, c'est ça. Lire dans les bibliothèques, comme ça, non, sérieusement. Non, c'est ça l'exercice. Le cerveau ne s'use que quand on ne s'en sert pas. Hein. C'est ce qu'il faut se rappeler. Mais encore une fois, je ne veux pas non plus minimiser l'intérêt et la diversité des activités du cerveau. On a parlé de choses qui sont très scientifiques, de la lecture, de l'analyse, etc. Mais faire de la musique, jouer, rigoler, interagir avec des humains, ça stimule le cerveau au moins autant que de lire un livre passionnant. Et j'aime beaucoup la lecture. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on a un répertoire comportemental, comme disent les scientifiques éthologues, les gens qui s'intéressent au comportement. La diversité des répertoires humains fait qu'on peut vraiment enrichir son cerveau de 1000 façons différentes. Donc je pense qu'à partir du moment où on s'en sert, on lui fait du bien. Et en plus, on se fait du bien au passage. Et pour les enfants, vous trouvez que c'est aussi une bonne chose de les stimuler de manière à ce qu'ils s'éveillent plus vite? Ça dépend à quoi ils s'éveillent, j'imagine. Mais se stimuler pour apprendre à jouer et interagir avec leurs amis et leurs grands-parents et leurs frères et sœurs et leurs cousins, moi je trouve ça une très bonne chose. Et la musique c'est sûrement une très bonne idée pour les enfants, pour le développement la musique cognitif. On y revient. Oui. C'est par rapport à la fatigue, je veux dire, de la stimulation, le fait de les faire qu'ils jouent avec leurs copains, avec leur famille, comme un enfant doit vivre. Mais le fait de le stimuler volontairement pour lui faire acquérir des apprentissages, soit en brûlant les étapes parce qu'il est trop jeune, soit parce qu'on lui en donne trop. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, est-ce que c'est plutôt à un âge plutôt bébé, nourrisson à 3 ans, ou est-ce que c'est le primaire? Vous savez, tant que c'est l'enfant, et j'en veux pour preuve toutes les applications qui sont venues sur des tablettes à un certain moment pour stimuler l'enfant, je trouvais que
c'était comme le jeu, il y avait des choses qui étaient intéressantes, je ne le rejette pas, mais ce que je trouvais, c'est qu'on avait tendance à le soumettre de manière intensive à des jeux, on va dire, éducatifs, alors que l'éducation, elle se fait bon an, mal an aussi sur la vie de tous les jours. Enfin, ouais, là aussi, moi je ne suis pas du tout spécialiste du domaine, mais Stanislas Dehaene, qui est un chercheur, un éminent chercheur qui travaille sur l'éducation, le dit très bien, c'est-à-dire que stimuler pour stimuler, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et ce qu'on sait très bien, c'est que les meilleurs apprentissages se font dans l'interaction sociale. Donc là, il n'y a pas de doute maintenant. Enfin, il y a des données vraiment empiriques, il y a des chercheurs qui travaillent sur les apprentissages qui ont montré ça. Donc après, la stimulation pour la stimulation, la réponse est dans votre question. Quand on dit trop stimuler un enfant, est-ce que c'est bien? Par définition, j'ai envie de dire, trop c'est trop. Et que les gens qui s'intéressent à cette problématique, comme Stanislas Dehaene, et là, je l'ai entendu sur ce sujet, il met en garde. Seulement, vous avez aussi les parents qui sont parfois un peu gourmands par rapport à ce genre d'activité. Je ne porte pas de critique, je dis simplement que dans l'éducation d'un enfant, il y a aussi un temps pour tout et qu'il a le temps de ne rien faire aussi ou de rêvasser. Et je trouve qu'on a tendance à lui prendre ce temps-là pour le solliciter. L'ennui est très salvateur aussi, de s'ennuyer. La rêverie, c'est magnifique aussi. Excusez-moi, ça sera à peu près les dernières questions. On devait terminer vers 20h30. On hérite d'un cerveau ou on est avec un héritage, ou est-ce que chaque enfant a à naissance un cerveau qui vient? Alors, on hérite sûrement d'un cerveau qui dépend, comme tout le reste de notre corps, de nos gènes. Cependant, même les jumeaux monocoriaux, c'est-à-dire qui ont exactement les mêmes génomes, n'ont pas exactement le même cerveau. Il y a des petites différences morphologiques, sans doute aussi fonctionnelles, même si le patrimoine génétique est absolument le même. Donc, bien sûr, il est extrêmement important. Ce n'est pas tout. Et du coup, dernière question, on parlait de s'ennuyer, on parlait de repos. Du coup, est-ce qu'on en sait un peu plus sur le sommeil et le cerveau? Un peu plus que quand qu'avant de rentrer dans cette pièce. Non, ce que l'on peut dire, c'est que le cerveau n'est jamais vraiment au repos. C'est 20% de l'énergie du corps, il les consomme même quand il nous semble de rien faire, parce que le cerveau il fait toujours des choses. Il n'est jamais fatigué. Pardon? Il n'est jamais fatigué. Alors peut-être que vous faites référence, des fois on dit effectivement le cerveau a besoin de sommeil pour pouvoir récupérer, pour pouvoir un petit peu digérer tout ce qu'il a fait et que justement la privation de sommeil peut rendre... Ce n'est pas tellement une récupération, c'est plutôt la structuration des réseaux de connexion du cerveau qui permet l'apprentissage, qui se fait aussi pendant le sommeil. Et le sommeil est indispensable dans ces deux phases lentes et avec des mouvements oculaires rapides. Les deux phases sont indispensables pour l'apprentissage. D'accord. Merci. Très bien. Merci. Écoutez, on arrive à la fin de cette conférence. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cet échange. Je remercie à nouveau l'INSERM, et puis le réseau Bibliocité, et puis la bibliothèque Václav Havel pour l'accueil. Et puis, écoutez, j'espère que ça vous a donné des réflexions. On a parlé de sommeil, bon, il est peut-être un petit peu tôt, mais pensez à récupérer et puis à digérer tout ce que vous avez vu aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et peut-être une prochaine. Au revoir. Ha ha ha.